Vieillir n'est pas une maladie, mais une étape de la vie. Voulez-vous connaître et anticiper les problèmes liés au vieillissement? Et oui, sur Radio Afrique Santé, le bien-être des papitos et mamitas nous préoccupe. Rejoignez-nous sur l'émission Le 3e âge à la loupe. Le 3e âge à la loupe. Conseils sur les syndromes gériatriques, nutrition, coaching sur mesure. Le 3e âge à la loupe. Quand vieillir n'est plus un fardeau. Amis auditeurs de Radio Afrique Santé, amis lecteurs de la Nouvelle Tribune, bonjour à vous et bienvenue sur votre émission. D'ici 2030, une personne sur 6 dans le monde aura 60 ans ou plus. Et il est clairement établi que la solitude et l'isolement social sont d'importants facteurs de risque de développer des problèmes de santé mentale à un âge plus avancé. De même, une personne âgée sur 6 est victime d'actes de maltraitance, souvent de la part d'aidants, et environ 14% des personnes âgées de 60 ans et plus vivent avec un trouble mental. Et comme vous le savez, les troubles mentaux chez les personnes âgées représentent 10,6% du nombre total d'années vécues avec une incapacité pour cette tranche d'âge. C'est ce qui explique le thème santé mentale et vieillissement de votre émission 3e âge à la loupe de ce vendredi 31 janvier 2025. Cette émission est une collaboration entre Radio Afrique Santé et la Nouvelle Tribune. Bonjour Amel. Bonjour Dame Ginette, bonjour mon nom Armel qui est en studio avec nous. Pour le compte de ce vendredi, le thème qui nous rassemble est santé mentale et vieillissement. Comment faire pour se mettre à l'abri de la démence, la solitude, l'isolement, l'anxiété, le stress et la dépression? Pour en parler, nous avons dans ce studio Madame Armel Abadagan. Elle est psychologue, clinicienne, psychothérapeute. J'espère que j'ai bien prononcé. Tout à fait. D'autres intervenants seront mis à contribution dans cette émission. Il s'agit d'une sociologue qui a l'expérience des maisons de retraite et des pensionnats pour des personnes âgées. Nous aurons l'apport d'un psychiatre pour nous parler de la santé mentale. Prenez une bonne position d'écoute et nous revenons juste après ceci. Chaque année pour moi est une page. Chaque jour pour moi me semble une ligne sur cette page. Je vous parle des années 60, quand Cotonou battait son plein. On se souvient de Tchèque-Légo, Royal Hotel et au Bel-Air. Oh que le temps passe, dans mes mon yaoui, Philly when Cotonou dansait et battait son plein. I remember when Jamboree rock. Oh que le temps passe, dans mes non yaoui. Eh bien, le temps passe, c'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr Jonas Pedro que nous remercions et nous revenons en plein dans cette émission qui dit 3e âge, dit forcément solitude et isolement. Nos sociétés ont tellement évolué que la famille est restreinte et se limite malheureusement au père, à la mère et aux enfants. Anaïs Sagbo-Briand est une bénino-italienne. Après avoir longtemps exercé et en tant que sociologue, elle travaille maintenant en Italie pour le bien-être des personnes âgées. Elle parle de la solitude et de l'isolement et pense même que l'éducation reçue en Afrique ne milite pas en faveur des maisons de retraite dans lesquelles les personnes perdent tout. Je vous invite à la suivre pour plus de précisions. 2 concepts très importants. Je commencerai par celui qui est le plus facilement accessible,
celui de l'isolement. Une personne isolée, c'est une personne qui est en général coupée de ce qui serait indispensable pour elle pour mener une vie ordinaire, une vie normale. Tandis que la solitude est une notion qui relève du ressenti de la personne et qui peut s'exprimer même quand on est au milieu d'une foule ou entouré de multitudes de personnes. On vit dans le regard de l'autre. Donc souvent, c'est l'autre qui vous dicte votre attitude et votre conduite. Mais souvent, cette attitude et cette conduite ne sont pas en harmonie avec qui vous êtes vous-même. Donc il faut commencer par savoir qui on est et s'accepter tel qu'on est. Il faut être humble. Il faut pouvoir dire ça, je peux, ça, je ne peux pas. Et quand on dit je ne peux pas, ça ne veut pas dire pour autant que je suis insignifiant. Et c'est le cas souvent des personnes âgées qui, comme elles ont vécu souvent pour les autres, pour élever leurs enfants, pour plaire leur mari ou leur femme, pour leur métier, pour ceci, pour cela, elles n'ont pas eu le temps de vivre pour elles-mêmes. Si bien qu'arrivées à l'âge avancé, elles ne se connaissent pas. Comme elles n'ont pas la capacité de savoir ce qu'on attend d'elles, elles se mettent à l'écart. Elles se croient inutiles, elles se croient indésirables. Et ainsi, nous avons des quantités de valeurs qui sont inexploitées, qui restent là en jachère, je dirais. Comme elles ne se vendent pas elles-mêmes, les autres ne viendront pas à elles. Continuez à vivre, continuez à exister. Toutes ces personnes qui vont dans les clubs, qui voyagent, qui chantent, qui dansent, qui font tout cela, c'est pour justement continuer à exister, continuer à être. Pour beaucoup de personnes, on entend dire, quand je serai à la retraite, je ferai. J'ai vu des quantités de personnes, moi, préparer leur habitat pour le temps de leur retraite, se préparer un programme pour leur retraite. Quand je serai, je ferai ceci, je ferai cela. Et puis voilà. Le malheur frappe. Ces personnes-là connaissent une situation de détresse double parce que c'est une seconde vie qu'elles n'ont pas pu vivre. Elles n'ont pas pu vivre. Le CODERPAG a eu le temps, il y a quelques années, de pointer sur les centenaires pour montrer quelle valeur avaient ces personnes-là et qu'il fallait pas les laisser mourir ou s'en aller avec tout un patrimoine. Et donc, nous avions fait toute une campagne autour des personnes, autour des centenaires, un inventaire. Nous avions réalisé un travail, un partenariat avec les écoles et ça avait été formidable. La preuve, c'est que maintenant, toutes les communes se sont auto-saisies de ça et on entend dire ici et là une fête en l'honneur des centenaires. Nous avions à cette occasion-là prévu une charte, pas une charte, un diplôme de longévité et une médaille que le CODERPAG décernait à ces personnes. C'est quelque chose que nous allons peut-être reprendre. L'actualité maintenant, c'est la situation des personnes, la situation de souffrance et de solitude, d'isolement et de solitude. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes quittent leur domicile, sont accueillies dans des familles d'accueil, sont accueillies dans des centres d'hébergement, dans des EHPAD et tout. Et ces personnes-là, qui quittent leur domicile, se trouvent du jour au lendemain dépouillées de tout ce qu'elles possédaient. Elles doivent refaire une vie, s'adapter à de nouvelles conditions, à des rythmes de vie, à des habitudes de vie, à des personnes dans leur intimité. C'est une souffrance pour elles. C'est une souffrance. Oui, la perte d'autonomie chez soi n'a rien à voir avec la perte d'autonomie en institution. La perte d'autonomie chez soi, la serviette dont on servira pour vous sécher sera votre serviette. Le drap qu'on va changer sera le vôtre. Mais quand on va ailleurs, on n'a plus rien à soi. On se retrouve dans une vie dans laquelle on est totalement étranger. On est étranger à sa propre vie. On n'a pas été préparé. Et les personnes qui vous accueillent ne sont pas encore préparées sous cet angle-là. Donc, c'est le travail du CODERPAG. Certes, comme je vous ai dit, c'est un sentiment vécu intimement. On ne peut pas prétendre avoir des moyens immédiats pour remédier à cela. Par contre, on peut agir sur l'entourage, sur l'environnement, en expliquant aux gens le drame vécu par ces personnes. C'est un drame humain. Retour en studio, bonsoir à nouveau mesdames, je vais m'adresser à madame Armel. Quelles sont vos impressions après avoir écouté ce reportage ou ce témoignage? Alors, bonsoir monsieur Armel. Et Armel se salue. Alors, je pense que la sociologue, elle a abordé des thèmes très spécifiques. Elle a très bien fait la nuance entre l'isolement social et le sentiment de solitude, parce que c'est pas la même chose. Et l'isolement social en période de vieillesse est quand même un défi majeur parce que la personne se retrouve déconnectée à ses rôles dans la société. C'est la période de retraite, c'est la période où, entre griffes, il faut se reposer. Alors qu'il y a des personnes qui ont toujours été dans l'abnégation, dans le sacrifice de leurs propres besoins. Ils se sentent utiles en étant au service des autres.
Donc c'est quelque chose qui rattrape très vite. Et l'isolement social peut maintenant créer un sentiment de solitude. Mais les deux ne sont pas la même chose. Donc on va dire que c'est peut-être l'isolement social qui entraîne la solitude. Oui, mais oui, l'isolement social peut entraîner la solitude. Comme elle a dit, la solitude aussi, on peut ressentir la solitude en étant bien entouré. Tout dépend de la personnalité de la personne. Et ce qui est très spécifique aussi à cette période, c'est que la personne qui se retrouve maintenant coupée de ses activités, si cette période n'a pas été préparée, va se retrouver confrontée à ses peurs. C'est le moment maintenant de regarder en face ses peurs, parce qu'il n'y a plus d'activité où l'attention est dirigée vers certaines choses. Donc la personne a beaucoup plus maintenant le temps de penser à sa vie, de penser à ce qui n'a pas marché, à ce qui a marché. Et donc c'est vraiment au cas par cas la vieillesse. Moi j'ai déjà vu des personnes très âgées qui sont très à l'aise dans cette étape de leur vie parce qu'elles ont préparé l'étape là et elles ont développé des capacités pour y faire face. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que troisième âge ne rime pas avec isolement? Je pense que c'est sur la préparation qu'il faut jouer. Oui, de façon plus concrète. De façon plus concrète, savoir que la vieillesse, c'est une étape, déjà une étape que tout le monde souhaite parce qu'on veut tous vieillir. Oui, tout à fait. Même si personne ne veut totalement y aller. Voilà. La préparation, c'est plutôt sur la connaissance de soi. Comment on fonctionne? Quel genre de personne on est? Quelles sont les activités vers lesquelles on peut s'orienter pour se nourrir? Parce que ce n'est pas parce qu'on est personne âgée qu'on sera à la maison sans rien faire. On peut trouver des activités pour jouer le rôle de transmission. Les personnes âgées sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience de vie, qui ont appris beaucoup de choses et ça peut être très stimulant de partager tout ça avec la nouvelle génération. Donc, participer à des activités d'association, partager des expériences, être dans l'enseignement. Vous allez voir ici en Afrique, il y a certaines personnes qui sont très protégées de ça parce que c'est des personnes engagées dans l'église. Il y a des personnes âgées qui sont très engagées dans l'église et qui vivent très bien cette période-là parce qu'ils jouent le rôle de transmission. Ils sont des personnes sages, ils sont des personnes ressources et ils ont toujours ce sentiment d'utilité. Parce que ce qui peut ronger aussi à l'intérieur, c'est ce sentiment d'inutilité. Et ce sentiment d'inutilité, en plus d'autres facteurs psychologiques, peut être déjà un facteur de dépression. Je ne sais plus à rien. Et surtout si la personne a des problèmes de santé ou des problèmes de mobilité, c'est encore plus accentué avec des idées suicidaires. Je suis devenue un poids. Moi qui étais très très actif avant, moi qui aidais les gens, il y a des gens qui ne savent pas demander de l'aide. Donc le sentiment d'inutilité, c'est un sentiment très pesant chez les personnes âgées. Alors, c'est vrai, on a parlé de la solitude, on a parlé de l'isolement. Quels sont les autres problèmes d'ordre mental que les personnes du troisième âge rencontrent? D'accord. Il faut dire que la vieillesse, c'est une phase de changement sur plusieurs plans. Il y a le changement biologique, le corps change, le corps n'a plus ses capacités d'avant, mais il y a aussi des changements psychologiques, qu'on le veuille ou non, notamment sur le plan de la cognition. Il y a la mémoire qui peut commencer par être défaillante. Il y a aussi le ralentissement dans le traitement des informations. Donc la personne ne fait plus les choses comme elle faisait avant. Ça peut créer de la frustration. Il y a aussi la régulation émotionnelle parce qu'il y a beaucoup plus de sensibilité maintenant. C'est une phase, quand on vieillit jusqu'à un certain niveau, il y a la régression. C'est comme si on redevient encore enfant. Donc plus de sensibilité et c'est seulement à ce niveau que l'entourage
doit comprendre ce que c'est que la vieillesse et accompagner ces personnes. Avec l'accompagnement et la compréhension, la personne peut être à l'abri de certains troubles mentaux. Sinon, généralement, il y a la dépression, parce que la vieillesse déjà crée des facteurs de dépression. L'isolement social, c'est un facteur de dépression. Et si dans cette période, il n'y a pas des appuis sur lesquels la personne peut se poser, ça peut facilement conduire la personne vers certains troubles mentaux comme la dépression, l'anxiété. Il y a des personnes âgées qui sont anxieux pour rien du tout. Ils n'ont pas les nouvelles d'une personne, ils sont déjà anxieux. Ils ont cette facilité aussi de pleurer. Et l'entourage a aussi cette facilité à mettre tout sur le dos de la vieillesse. C'est la vieillesse. Si bien que la dépression chez les personnes âgées peut être très très masquée. Parce que c'est une phase aussi où généralement, pas systématiquement, les gens se retrouvent avec des maladies chroniques. Donc diabète, hypertension, palpitations. Voilà, des douleurs un peu partout, les problèmes d'arthrose. Voilà. Donc la dépression chez ces personnes se manifeste beaucoup plus par les symptômes physiques. Donc comme la personne a déjà une maladie chronique, on ne s'en préoccupe pas, on ne se préoccupe pas de sa santé mentale. On se dit c'est sa maladie. Ou c'est la vieillesse. Ou c'est la vieillesse. Donc il y a beaucoup de stigmatisation aussi et il n'y a pas beaucoup d'écoute. Parce qu'on se dit que les personnes âgées font des histoires. Alors que pour rien du tout. Pour rien du tout. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il faut vraiment être à l'écoute. Il faut savoir que si Dieu nous donne beaucoup de longévité, on va traverser aussi cette période. Absolument. Voilà, donc chacun a son tour. Et puisqu'on parle de la dépression, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avons depuis quelques mois l'université du 3e âge au Bénin, dénommée UNITRA Bénin. Elle se donne pour vocation d'occuper les personnes âgées autrement, de créer des activités qui vont leur permettre désormais de maintenir leur cerveau en état d'alerte permanente. Au cours de cette semaine qui s'achève, l'université a accueilli différents experts venus partager leurs expériences en termes de gestion des personnes âgées. Dans le lot, nous avons rencontré un sociologue humanitaire et une responsable d'association de prise en charge des personnes du 3e âge. Il parle ici de la dépression chez les personnes âgées en Côte d'Ivoire. Déjà, nous sommes tous dans la prière pour être un jour une personne âgée. C'est-à-dire que c'est un sujet qui nous concerne tous. On est considéré comme personne âgée à partir de 60 ans déjà, puisque c'est la porte de la retraite qui se présente à nous. Souvent pour ceux qui sont dans des métiers, c'est la porte de l'arrêt de l'activité. Donc à partir de ce moment, nous sommes dans la classe des personnes âgées. C'est d'abord un état qu'on peut qualifier comme de nervosité, de sentiments véritables de servir à peu de choses. On a le sentiment d'être mis hors du groupe, hors de la société, d'être au bord de la route pendant que les autres passent. Et la colère, la tristesse, tout cela se manifeste à partir d'un âge quand on sent ou qu'on croit que la société nous rejette. Voilà un peu l'élément principal de cette dépression. Dans les milieux urbains, la dépression pour les personnes âgées est plus fréquente que dans les milieux ruraux parce que les éléments qui suscitent la dépression sont beaucoup plus fréquents dans nos sociétés en milieu urbain et c'est pratiquement un adulte, en tout cas une personne âgée sur deux qui vivent, n'est-ce pas, ce malheur-là, parce qu'il faut l'appeler ainsi. C'est un état, je dirais, clinique, c'est un état même de mental qui fait que la personne est véritablement agressive. Vous allez être surpris de voir souvent certaines personnes d'un certain âge, même les cannes à marcher, les serres d'armes souvent pour donner des coups dans la rue. On se demande mais pourquoi il est aussi violent, pourquoi il est aussi agressif. Même un bonjour peut provoquer en lui une colère. Donc c'est cet état qui permet tout de suite de voir un peu que la personne âgée est dans un état de dépression. C'est un état d'esprit qui les accompagne au quotidien. Donc c'est évident qu'on mette l'accent parce qu'ils ont des moments de dépression, ils ont des moments où tu les sens, moi j'aime dire s'éteindre, ils n'ont plus ce sourire, ils n'ont plus cette gaieté, ils n'ont même plus envie de vivre. Alors moi je mets tout ça sur le compte de la dépression et donc forcément dans la rubrique de l'écoute
de l'écoute de la parole, de l'écoute surtout, on se rend compte qu'il y a des choses graves, il y a des choses vraiment qu'ils ressentent, il y a des choses très profondes et ils ont un sentiment de rejet. Et donc tout de suite quand tu viens vers eux avec les bras ouverts et ils sentent tout de suite quand on est sincère avec eux. Voilà, quand on est sincère, comme des enfants, quand l'enfant sent que la personne est sincère. Donc quand tu viens avec la façon de faire, avec cet amour, avec cette cette approche de les valoriser, de leur apporter de l'attention, vraiment il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et quand ils sentent que tu es sincère, surtout cette sincérité là, ils s'ouvrent à toi et puis donc facilement on peut les aider à résoudre ce problème de dépression, d'amertume, de mélancolie et tout, mais d'emblée comme ça tout de suite, avec l'âge, avec la pudeur, avec un certain nombre de choses qu'elles ont vécues, elles restent renfermées. Donc c'est pas évident tout de suite là qu'on arrive à déceler ce qu'elles ressentent. Donc c'est vraiment dans les échanges et tout qu'on arrive à comprendre le mal-être, d'où le mal-être vient, voilà. Alors, Madame Amel, tout à l'heure, on a parlé de canne, une dame qui garde sa canne et qui donne des coups. La dépression se manifeste-t-elle par la violence chez les seniors tout le temps? Parfois. Oui, parfois, parce que c'est la nervosité. C'est la nervosité et ce sentiment de nervosité peut être déclenché par rien du tout. Donc ce n'est pas l'acte de l'autre qui justifie cette réaction, mais c'est l'accumulation de tout ce que la personne vit déjà. Et la personne trouve ce canal pour exprimer un sentiment de mal-être. Alors, à part ça, quelles sont les autres manifestations de la dépression? Les autres manifestations de la dépression, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup plus de symptômes physiques. Okay. D'accord? Et c'est au cas par cas, ça dépend de la personne, de sa personnalité et les facteurs en jeu. Donc, il y a les symptômes physiques. Il y a aussi, comme on a dit, la nervosité. D'autres seront beaucoup plus dans la tristesse prolongée. Ne seront pas dans l'agressivité. Ça dépend de la personnalité. Il est calme, il ne veut pas parler beaucoup, il est dans son coin. Il est grinché. Voilà, le désintérêt. Le sentiment de désintérêt total, il ne dort pas bien. Les personnes âgées ont du mal à bien dormir. Déjà, cet état de changement bouleverse aussi un peu le rythme de la personne. Donc, c'est des réveils multiples. J'ai dit tout à l'heure que c'est la période où les peurs enfouies peuvent s'activer et peuvent vraiment revenir à la surface. Quand on commence par vieillir, les gens sont obligés de faire face à la peur de la mort. Ils ont peur notamment de la mort, donc comment ça va se passer? C'est beaucoup de rumination mentale. Donc les symptômes à cette période sont très subtils. Il faut vraiment être à l'écoute. Alors, quelles sont les causes de cette dépression-là? On sait que la vieillesse, il y a le fait de vieillir qui pousse un peu à l'anxiété, le stress, la mélancolie, jusqu'à virer dans la dépression. Mais pourquoi les personnes âgées ne peuvent pas passer outre la dépression? Pourquoi parfois la dépression, elle est inévitable? Ah non, c'est pas systématique. Hein. Il y a des personnes âgées qui ne font pas forcément la dépression. Ça dépend des facteurs en jeu. Okay. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes âgées qui sont très à l'aise. Il faut qu'on en parle aussi dans cette période de leur vie. Et ils s'autorisent à vivre ces changements. C'est déjà d'abord l'acceptation de soi. Accepter qu'on ne peut pas être fort tout le temps et qu'il peut y arriver une période où on va se laisser aider par d'autres personnes. Parce qu'il y a ce mythe qui est souvent entretenu dans notre société, le mythe de l'invulnérabilité. On pense qu'on sera toujours fort, on pense qu'on va toujours tout faire soi-même. Et à cette période, on perd la capacité de faire certaines choses. Surtout les personnes qui ont des problèmes de santé ou de mobilité. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à manger tout seuls. Il y en a qui ne peuvent plus s'habiller tout seuls. Donc, le degré d'autonomie aussi détermine les facteurs de dépression. Donc, c'est au cas par cas. Et il y a aussi l'incompréhension surtout de l'entourage. Ils savent déjà qu'ils sont dans la vieillesse, mais il y a d'autres personnes qui ont tendance à les infantiliser, à mal leur parler,
à toucher leur estime personnelle. À les maltraiter. À les maltraiter. Il y a des personnes âgées qui sont très maltraitées. Donc, ils ne se sentent pas forcément compris. Peut-être parce que l'entourage aussi n'a pas les informations nécessaires sur Tout à fait. C'est justement ça. Donc, il faut beaucoup de sensibilisation. Parce que quand on a un parent qui est âgé, il faut prendre les dispositions qu'il faut pour l'accompagner. Il faut surtout être à l'écoute. Ce n'est pas parce que c'est une personne âgée que ce qu'elle dit n'a pas de sens ou n'est pas important. Donc, prendre le temps de l'écouter et qu'il puisse, que cette personne puisse vraiment exprimer ses besoins. Parfois, dans l'expression des besoins, ces personnes sont bafouées. C'est ce que tu as dit hier, on a fait ci, tu me fatigues, c'est toujours la même chose. Mais la personne elle-même vit déjà des changements. Et quand on voit le corps changer, et on voit qu'on ressent des émotions avec une certaine sensibilité, et que ce n'était pas le cas, la personne elle-même est déjà un peu troublée, la personne cherche des appuis. Donc, l'accompagnement de l'entourage joue un rôle capital dans la manifestation de ces troubles psychologiques ou pas. Il y a aussi un aspect que je voudrais souligner, c'est des personnes qui vont facilement se réfugier dans la consommation de l'alcool, par exemple. Il y a des personnes âgées qui consomment beaucoup l'alcool et l'alcool devient un refuge. Leur compagnon. Et ça vient maintenant interagir avec les autres problèmes de santé. Et ça peut facilement les conduire à d'autres troubles mentaux. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Il y en a qui ont vécu des pertes. Vous voyez, quand vous êtes suffisamment âgé, vous avez peut-être le temps de perdre votre conjoint ou votre conjointe. Et ça, c'est des facteurs très, très déterminants. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Voilà, tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Donc, il y a les pertes, il y a le déclassement social. Peut-être quand il était à son poste, il était très adulé, très entouré. Maintenant, il n'a plus les mêmes moyens financiers. Tout le monde disparaît. Voilà, tout le monde disparaît. Donc, c'est la période où beaucoup d'illusions tombent et on est obligé de faire face à la réalité. Et cette réalité n'est pas toujours une réalité facile à vivre. Donc, voilà un peu. Vous avez parlé tout à l'heure d'écoute. Vous avez dit que toutes les personnes âgées n'arrivent pas à crier à l'aide. Oui. Et donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre en charge une personne âgée? Ou bien vous pensez que le Béninois n'a pas l'habitude là d'aller vers un psychologue pour se faire écouter? C'est vrai qu'on est toujours dans la sensibilisation. Ce n'est pas encore dans les habitudes. Mais il y a certaines personnes quand même qui ont le souci du bien-être de leurs parents et qui font appel à des professionnels. J'ai déjà travaillé avec des personnes âgées et il faut avoir la patience. Parce que la même chose, la personne va répéter plusieurs fois. Et c'est dans cette répétition qu'on peut percevoir le besoin que la personne exprime. Donc, je me rappelle de cette dame qui était très très active. Elle était commerçante, elle vendait des pains, elle gagnait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, elle est à la charge de ses enfants qui sont aussi financièrement bien. Les enfants sont aussi financièrement bien, mais elle ne se sent pas du tout comprise. Et la première fois qu'on s'est vu, la façon dont je l'ai écoutée, elle m'a dit « Waouh, si seulement mes enfants pouvaient m'écouter comme ça, je n'aurais pas besoin d'une psy. » Parce que c'est ça mon problème. C'est une personne qui est dans la communication. Elle est très relationnelle. Donc, elle peut paraître envahissante parfois parce qu'elle veut communiquer, elle veut garder les liens. Mais les enfants sont occupés, ce qui est normal. Et elle est stigmatisée comme la maman qui fait des histoires. Elle dit toujours la même chose plusieurs fois. Et donc l'écoute déjà peut être thérapeutique pour ces personnes.
Parce que le problème aussi avec la vieillesse, il y a un problème d'identité et d'estime de soi qui se pose. Donc la personne ne se donne plus de valeur parce qu'elle se dit qu'elle n'est plus en mesure de faire ce qu'elle faisait aux gens. Donc elle n'a plus de valeur pour les personnes significatives de sa vie. Et donc quand la personne trouve qu'on lui donne de l'attention, qu'on accorde de l'intérêt ou de l'importance à ce qu'elle dit, c'est déjà thérapeutique pour ces personnes-là. Donc le premier remède, c'est d'avoir d'intérêt dans la famille, dans l'entourage immédiat des personnes âgées. C'est bien ça ce que vous dites? Je n'ai pas compris. Pour remédier à ce mal, solitude, dépression, tout ce qui va avec, le premier remède, c'est déjà dans l'entourage des personnes âgées. C'est bien ça? Oui. Sensibiliser beaucoup. Moi, je le fais systématiquement. Quand c'est les enfants qui me font appel, la psychoéducation passe aussi par eux parce que je leur dis, ne dites pas que c'est votre parent qui a un problème. C'est à vous de l'accompagner. Parce que le parent a été là pour vous. C'est à votre tour de lui apporter un soin. Donc, ce n'est pas que l'argent qu'on va envoyer, c'est pas que les domestiques ou bien le personnel qu'on va mettre à disposition de ses parents, c'est aussi trouver le temps pour être avec eux, pour parler avec eux. Et en Afrique, on sait bien le faire parce que les petits-enfants sont souvent avec les grands-parents et c'est quelque chose qui est très thérapeutique pour ces personnes-là. Alors parlons des maisons de retraite et des centres de prise en charge. C'est vrai que ce n'est pas encore totalement arrivé ici, même si de façon isolée, il y a de ces ONG et associations qui servent de refuge aux personnes âgées. Est-ce que vous pensez que les maisons de retraite telles qu'on en entend parler sont véritablement indiquées pour des sociétés assez conservatrices comme les nôtres? Bon, personnellement, pour moi, je suis très connectée à certaines valeurs. Pour moi, c'est l'avis du spécialiste ou bien avis personnel? Avis personnel aussi, et pourquoi pas du spécialiste. Okay. Je pense que ça doit être le dernier recours. Ok. Ça doit être le dernier recours parce que être en famille, être entouré, ça ne peut jamais être la même chose. Si je me retrouve en maison de retraite avec des personnes que je ne connaissais pas. Donc, il y a cette phase d'acceptation, de prendre le temps d'adaptation, de prendre le temps de connaître les autres, de créer de nouveaux liens. Ça peut être très bien parce que ça peut être un moment d'apprentissage, de stimulation. Voilà aussi un aspect dans le vieillissement c'est cérébral. Quand on est toujours dans une dynamique d'apprentissage, le cerveau ne vieillit pas. Quand on apprend de nouvelles choses, quand on apprend tout le temps, quand on est en train de créer de nouvelles connexions, de nouveaux liens, le cerveau ne vieillit pas comme ça. On a toujours de stimulants. Donc, moi, je ne choisirai pas directement ça, mais je pense que si la famille n'est pas disponible, c'est un recours très important pour permettre à cette personne de bien vivre cette période de vieillesse. Mais voilà que, c'est vrai, vous avez parlé de dernier recours, mais voilà qu'aujourd'hui, en Afrique et plus principalement au Bénin, on a tout fait de tasser la personne âgée de sorcière ou de sorcier. Et les belles filles ne veulent pas avoir la belle-mère chez elles parce qu'on pense qu'elle va prendre la place et tout. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour sincèrement permettre aux enfants aujourd'hui de ne plus se dire la famille c'est mon mari, ma femme, mes enfants et ça s'arrête là? C'est vraiment un véritable problème. Il y a beaucoup de problématiques en jeu. Il y a les représentations socio-culturelles. Tout à fait. Il y a aussi un problème de perception. Je pense que dans la préparation, on peut éviter certaines choses. Quand moi, je sais que je peux aussi passer par là, je peux voir les choses autrement. C'est pouvoir se mettre à la place de l'autre, c'est l'empathie. Se dire que la façon dont je traite telle personne, et si moi aussi je me retrouve à cette période de ma vie, est-ce que
je pourrais accepter les choses de cette façon. Et aussi les perceptions comme telle personne est sorcière ou pas, ça c'est les considérations religieuses. Et puis ça ne se discute pas. Déjà quand la personne est dans cette perception, je pense que la personne aura du mal à faire certaines choses. Ça crée déjà des blocages, des difficultés. Et nous, en Afrique, je pense qu'on a la famille avec beaucoup plus de... comment je vais dire? La famille est beaucoup plus grande, vous voyez. Donc, il y a toujours une tante, un oncle. Donc, si une personne est détachée, tout le monde ne part pas comme ça. Il y a toujours... quelqu'un pour rester. Il y a rester. toujours quelqu'un pour rester. Et ça se prépare. Ça se prépare. Je pense que nous qui parlons de ce sujet déjà, on peut déjà réfléchir à comment on veut vivre cette période de notre vie. C'est vrai. Et dans l'éducation aussi, c'est des thématiques comment traiter les personnes de troisième âge. Il faut avoir du respect, il faut avoir de la considération pour elles, de la compassion également. de la compassion. Et elles ont à nous apporter parce que c'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience. C'est des personnes... Moi, j'ai du plaisir à parler avec les personnes âgées parce que j'apprends toujours quelque chose. On va peut-être écouter... Cette sagesse, tout le monde ne l'a pas. C'est ça. On va peut-être écouter un dernier élément sonore pour la route. Nous avons rencontré Dr Josaphat Setemende qui nous parle ici de la dépression de façon générale et comment il est important de demander de l'aide quand on a les symptômes que voici. Alors, la dépression est un trouble de la santé mentale qui se traduit principalement par une très forte tristesse, une baisse d'énergie, comme on le dit, et puis une perte d'intérêt pour des choses que nous apprécions habituellement. Donc, tristesse pathologique, baisse d'énergie et perte d'intérêt pour des choses que nous apprécions habituellement. Mais pour les différents symptômes de la dépression, en réalité, ça dépend des individus. Mais généralement, nous avons plusieurs symptômes nous avons un ensemble de symptômes qui se retrouvent. Les premiers étant déjà des perturbations au niveau de l'humeur. Donc, nous avons l'humeur dépressive, c'est une tristesse très forte qui est quasi constante tout le long de la journée. Nous avons l'anédonie qui est la perte de plaisir pour les activités que nous faisions au préalable qui nous en procuraient. Il y a une certaine indifférence émotionnelle, il y a une certaine anxiété, une certaine angoisse par rapport à l'avenir. Nous avons au niveau des pensées certaines modifications comme des idées de culpabilité. Ça, c'est le fait de se faire plein de reproches, des idées de dévalorisation, donc de se dire qu'on ne va pas y arriver, qu'on est nul, qu'on va pas s'en sortir, et des idées d'incurabilité, par exemple. C'est croire qu'on ne va pas guérir. C'est quelque chose qui est vraiment caractéristique de la dépression. Associé à cela, au niveau des idées, on peut avoir des idées de mort et malheureusement, je dirais des idées suicidaires. Donc, c'est le fait de penser à se faire mal et c'est également une des caractéristiques de la dépression. Au niveau du comportement, au niveau des idées, toujours plutôt, je voulais dire, il y a le fait de ruminer, donc de penser au passé. Il y a le fait de très souvent ne se concentrer qu'une et une seule chose. Vous savez, la personne dépressive a à cœur d'aller mieux. Et comme elle ne va pas mieux, c'est une source de préoccupation qui est constante. Il peut y avoir des difficultés à être concentré, à avoir de l'attention. Dans les mouvements, justement, on est beaucoup plus lent. Donc, on a une tendance à rester au lit plus longtemps, soit à souffrir d'une insomnie ou bien à attendre par le bas. Il y a cette impression de paresse qu'on donne, mais qui n'en est pas une, en fait, et qui est due à la dépression. Vous avez des personnes qui ont du mal à programmer les activités ou même à les démarrer, voyez-vous. Donc, cette impression de paresse qui n'en est pas une, je précise. Ajoutez à cela maintenant, en dernier point, il y a ce qu'on appelle les symptômes d'ordre général, ce qui sont généralement de l'insomnie, de la fatigue, de l'amaigrissement, une perte de poids. Beaucoup de symptômes en réalité qui entrent dans le cadre du syndrome dépressif. Ils peuvent être différents
selon les individus, mais nous retrouverons un certain nombre des éléments que j'ai cités au préalable. Mais principalement, il faudrait retenir une énorme tristesse, une perte de goût aux activités habituelles et une énorme lenteur dans les activités et dans la façon de penser. Voilà, c'était à l'instant le psychiatre Josaphat Setemene qui parlait là de la dépression de façon générale, et on y retrouve quand même quelques-unes des notions abordées ici par Madame Armel, qui parlait de ce que la dépression peut provoquer au niveau des personnes du troisième âge. Est-ce que vous avez une réaction après avoir écouté cet élément sonore? Vous ajoutez quelque chose ou bien tout est bon? Non, je pense que tout hier c'était très bien détaillé. C'est trop facile ça. C'est tout bon? Non, c'était très bien détaillé. C'était très bien détaillé. Je pense que du point de vue psychiatrique, tout y est. Du point de vue psychologique, j'ajouterais que la dépression chez les personnes âgées peut être aussi très masquée. La personne peut paraître bien et ne pas être bien. Comment? Parce que les symptômes sont beaucoup plus physiques. Et comme la personne a déjà une maladie chronique, on va tout mettre sur cette maladie-là. Sur cette maladie-là. Mais il y a des signes qui sont là, mais très subtils. Par exemple, la personne peut avoir de l'insomnie qu'elle n'exprime pas forcément à son entourage. Il faut vraiment l'observer pour savoir qu'un petit quelque chose a changé. Perte d'appétit, on m'a dit, bon, les vieux, c'est comme ça. Mais c'est pas forcément toujours comme ça, c'est pas systématique. Donc, il faut vraiment être à l'écoute. Je connais un ami qui a des parents très âgés, qui est très à l'écoute de ses parents. C'est-à-dire, moins de petits changements. Chaque soir, il fait la vérification. Est-ce qu'il a mangé? Combien de fois? Est-ce qu'il y a eu un changement? Il est vraiment à l'écoute. Donc, parfois même, je pense qu'il est tellement à l'écoute qu'il fait des diagnostics avant les professionnels même. Et ses parents sont très âgés. Ils sont toujours là, les deux. Il y a ce qu'on appelle le retour d'âge. À quel moment pas de retour d'âge dans la vie d'un être humain? Retour d'âge, vous parlez de la régression? Non. On redevient enfant. On redevient enfant, c'est à cette période de la vie. C'est déjà la vieillesse. C'est ça. Il n'y a plus d'âge défini maintenant. Hein. Les choses vont vite. Nous sommes dans un monde de rapidité maintenant. Alors, déjà à partir de 60 ans, on parle de personnes âgées. Oui. Donc ça dépend. J'ai déjà vu des personnes de 60 ans qui ont l'air d'avoir 80 ans. Ouais. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'âge comme ça. Tout dépend du vécu de la personne et de comment la personne accepte cette période. Il y en a qui vivent très rapidement cette régression-là. Il y a d'autres, vous aurez l'impression qu'ils ont moins, mais ils sont très âgés. Vous n'avez jamais vu une personne de 90 ans, mais très mobile, très bien dans sa tête, avec une certaine fluidité mentale qui déconcerte. Le corps a vieilli, mais je pense que l'esprit est resté jeune. Donc, on ne vieillit pas systématiquement sur tous les plans. Alors, puisqu'on en parle, quelles sont les activités, puisqu'on dira que c'est l'état d'esprit qui maintient le corps jeune. Tout à fait. Alors, quelles sont ces interaction entre le corps et l'esprit. Voilà. Quelles sont ces activités-là que les personnes du troisième âge peuvent mener pour essayer de travailler quand même leur mental pour rester, je ne dirais pas dans la fleur de l'âge, mais pour rester quand même jeune dans tout ce qu'ils font? Je pense que de façon générale, il faut être dans une dynamique d'apprentissage. Apprendre de nouvelles choses. Et aussi savoir, en tant qu'individu, qu'est-ce qui me nourrit. On ne se nourrit pas tous des mêmes activités. Je connais une personne âgée de 65 ans environ qui adore la lecture. Il adore la lecture, il adore les débats. Et c'est très stimulant pour lui. Donc souvent dans ces lectures, quand il tombe sur un sujet qui est important pour lui, il partage son point de vue avec moi. Et on fait souvent ce genre de débat. Donc c'est des activités stimulantes. Comme militer dans une association, par exemple. Former les jeunes générations. Quand on est dans ce rôle de transmission
on a plusieurs avantages. L'estime de soi qui est améliorée, le sentiment d'utilité qu'on peut retrouver. Il y a aussi le niveau d'instruction de la personne. Si la personne est une personne instruite, donc on continue toujours d'apprendre. Il y a des gens qui, à leur période de retraite, vont faire leur thèse. Et c'est très stimulant pour eux. Et ils arrivent à le faire. Il y a d'autres qui vont peut-être voyager, connaître d'autres cultures, parce qu'ils ont les moyens de voyager. C'est ça. Donc, la précarité financière aussi ne permet pas à certaines personnes de bien vivre cette période. D'où la préparation. Et aussi, il y a ce phénomène où c'est à 60 ans qu'on engrosse maintenant une femme et on revit une étape dans une autre étape. C'est compliqué. Peut-être que cet homme-là n'était pas là quand les enfants. Oui, c'est pas des choses c'est-à-dire on se retrouve dans ce genre de situation. Mais voilà les complications. C'est voilà des situations de complications. C'est l'activité dans laquelle il se retrouve le mieux. Vous dites que... Vous avez dit au cours de cette émission qu'il fallait découvrir l'activité qui vous passionne et de s'en tenir là. Je pense que c'est un stress supplémentaire qu'on a du mal à gérer parce que c'est maintenant il faut penser à comment l'enfant, on va éduquer l'enfant. Mais en même temps, ça peut être quelque chose de bénéfique pour d'autres personnes si les moyens sont là. Parce que avoir des enfants à bas âge lui donne l'impression qu'il n'est pas en train de vieillir ou qu'elle n'est pas en train de vieillir. C'est ça, en Donc, fait. tout dépend du niveau de vie. Il y a des niveaux de vie qui sont un peu incompatibles avec ça parce que ça avec ce genre de caprice, vous direz. Non, qui sont incompatibles parce que la personne n'est pas à la hauteur du point de vue financier. Donc, d'où beaucoup de stress. Beaucoup de stress et de frustration. Parce qu'il faut compter maintenant sur les grands-enfants pour pouvoir nourrir qui sont en train dernier. de gérer aussi leurs problèmes. C'est pas évident. Donc, il y a aussi des complications à la vieillesse. Donc, je pense que c'est au cas par cas. Il faut faire les choses dans la mesure de ses moyens. Voilà. Alors, cette émission tire tout doucement vers la fin. On va peut-être vous demander, on a parlé tout à l'heure d'aller se confier au psychologue et tout. Oui. C'est vrai que c'est pas dans les habitudes des Béninois de le faire et que la sensibilisation se poursuit pour aller à cela. Mais déjà, quel type de message avez-vous apporté vers ceux qui se disent que c'est du temps perdu que d'aller se confier à un psychologue? Alors, je vous explique. Déjà, quand moi je reçois les personnes pour la première fois, ils me demandent c'est quoi la différence de me confier à un bon ami qui sait écouter et d'aller me confier à un psy. Alors, je dis, l'ami à qui vous voulez vous confier n'a pas la responsabilité de la protection de vos données. C'est-à-dire quoi, l'ami peut très bien vous écouter et tout rapporter à quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est des sujets que vous n'avez pas du tout envie de partager. Ça ferait le premier point. Le deuxième point, entendre la personne et rester silencieux pendant que la personne parle n'est pas forcément de l'écoute. Écouter la personne, c'est écouter tout ce que la personne dit. Et ce que la personne ne dit pas, aider la personne à prendre en considération ou à éveiller sa conscience sur les aspects cachés de la situation. Donc, le rôle du psy, c'est d'écouter la personne, de vraiment écouter la personne, mais dans la confidentialité, et surtout dans le non-jugement. Parce que l'ami peut dire, mais bon, entre toi et moi, mais tu as gaffé, tu sais que tu as gaffé. Tu aurais pu. Donc, le psy n'est pas dans le jugement. Et avoir une personne qui écoute vraiment et qui ne juge pas est d'abord thérapeutique. Après, le psy va accompagner. Parce que vous pouvez parler de vos problèmes à un ami et les problèmes demeurent toujours là. Mais avec le psy, vous pouvez faire un accompagnement pour passer d'une étape A à une étape B. Ce n'est pas encore dans les habitudes, mais je pense que de plus en plus, les gens vont vers les psys. Je vois que ça change. Oui, la perception change.
On va espérer que ça change davantage. Est-ce que vous avez un mot pour conclure cette émission? Je vous remercie. Un appel peut-être à lancer vers les personnes du troisième âge qui nous écoutent? Oui. Je dirais qu'il ne faut pas penser que la vieillesse est une maladie. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est une étape naturelle. Et quand on n'a pas dans son entourage les personnes qui savent écouter, les personnes qui peuvent vraiment accompagner, ils peuvent demander de l'aide. Il y a des professionnels, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des éducateurs spécialisés aussi, je pense. De plus en plus maintenant. Oui, il y a des personnes qui sont dans ce domaine-là et qui accompagnent très bien. Donc, quand ça ne marche pas du côté de la famille, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. C'est sur ces notes, ces mots que nous allons peut-être conclure. Et remercier Madame Amel Abadagan d'avoir accepté notre invitation. C'était pas évident. Ce n'était pas du tout évident parce que on avait un autre invité, mais qui s'est dit à la dernière minute et voilà. On a quand même eu Madame Abadagan à la va-vite et elle a accepté d'être là. Nous vous remercions pour cela. Vous devenez désormais une partenaire de Radio Afrique Santé de la Nouvelle Tribune. J'espère qu'on vous aura de plus en plus fréquemment dans nos murs pour des émissions, pas tout le temps sur les personnes âgées, mais peut-être nous allons revenir ici pour parler de psychologie, d'inclusion et autres. Alors, donc, je vous en prie. Pour résumer, je dirais que les personnes âgées contribuent à la société en tant que membres de la famille et de la communauté, et bon nombre d'entre elles sont bénévoles ou travaillent. Bien que la plupart soient en bonne santé, beaucoup sont à risque de développer des problèmes de santé mentale tels que la dépression et les troubles anxieux. Nous en avons parlé tout au long de cette émission. De nombreuses personnes âgées souffrent également d'une mobilité réduite, de douleurs chroniques, de fragilité, de démence ou d'autres problèmes de santé pour lesquels elles ont besoin de soins de longue durée et d'accompagnement. On a parlé de l'accompagnement tout au long de cette émission. À mesure qu'elles vieillissent, elles risquent davantage de souffrir simultanément de plusieurs problèmes de santé. Nous les avons évoqués avec Madame Amel Abadagan, qui est psychologue et clinicienne, psychothérapeute. Vous avez eu droit à des témoignages et autres interventions. Merci d'avoir réellement accepté de partager tout cela avec nous, Madame. Merci pour tout ce que vous faites pour la santé mentale des uns et des autres dans la société, hein, Madame Amel Monomo, comme je viens bien l'appeler. il va nous ravacher. Maintenant que Amel a réussi à avoir une invitée qui porte le même prénom que lui, on va pas. C'est pas évident, c'était pas évident. Alors, quant à vous, chers auditeurs et lecteurs de la Nouvelle Tribune, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir connecter et à l'écoute. Recevez nos remerciements depuis votre position. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro, toujours dans le bonheur des personnes du troisième âge. Merci et à vendredi prochain. À vendredi prochain. Merci beaucoup, madame. Au revoir. À